Bonjour à tous, merci à tous d'assister à cette belle table ronde avec ces beaux intervenants. Pour commencer, est-ce que vous pourriez juste vous présenter en quelques mots? Moi-même. Alexandre Stachenko, entrepreneur. J'ai fondé une société en 2015 qui s'appelait Blockchain Partner, cabinet de conseil sur les sujets crypto auprès des corporates et des institutions financières, qu'on a cédé à KPMG en 2021, où je suis resté 2 ans directeur blockchain et crypto. Et depuis juin 2023, je suis redevenu indépendant, donc expert, auteur, conférencier sur les sujets principalement Bitcoin. Voilà. Super. Pierre? Bonjour à tous. Pour ma part, j'ai eu plusieurs vies. J'ai mis fin à la mienne récemment pour changer. Donc, avant, j'étais dans la politique. Maintenant, j'ai rejoint la crypto full-time. Et donc, je suis cofondateur d'une boîte qui fait des stablecoins, qui va lancer son stablecoin adossé à des real-world assets. Bonjour à tous. Marc Méligan, je suis le CEO et fondateur de Krypton, qui a pour but de devenir une infrastructure européenne pour financer les PME avec de la tokenisation. Je suis vice-président de l'ADAN et président de leur comité de tokenisation. Je suis également au board de France FinTech pour représenter les sujets Web3 et réglementaires. Super, merci beaucoup. Donc, notre table ronde, elle porte sur les stablecoins, sur le Bitcoin, et l'une des questions qui revient assez souvent avec ces deux sujets, c'est la souveraineté. Et bon, j'étais un peu inspiré par Alexandre, qui est passé sur BFM. Donc, la première question va être pour toi, Alexandre. Et donc, j'aimerais qu'on commence par la souveraineté, ce terme farfelu, souvent mis de côté, ce terme mal compris, souvent oublié, pourtant si crucial, important et sensé. Si présent, Alexandre est son plus grand défenseur, sur BFM, dans ses tribunes, sur Twitter, sur LinkedIn, à la télé, la radio, Alexandre a toujours tendance à employer ce mot. Il le lit souvent en Bitcoin, et quand je l'écoute, à l'intérieur, je frissonne. Il parle d'indépendance, de liberté, d'une monnaie, pourtant Christine Lagarde ne l'a jamais calculé. Car oui, les économistes, les politiques, les crédules, tous ceux qui consomment les articles de la BCE à la une, qui disent qu'on a tort, qu'on se trompe tous, qu'on va à zéro et sans eux, il n'y a pas de rescousse. Encore ont-ils tort, dites-nous Alexandre, par pitié, éclairez-nous, faites-les redescendre. Comment le Bitcoin répond-il à ces enjeux et surtout pourquoi ne va-t-on pas à zéro? Ouais, c'est un ton très biblique. Question vaste déjà, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par souveraineté? Un mot de substitution, ce serait autonomie stratégique, d'une certaine façon. Moi, ma thèse là-dessus, c'est que souvent Bitcoin est vu comme une technologie de souveraineté individuelle, où on peut récupérer la possession de ses fonds, donc autoconservation, pas de censure, etc. Et moi, j'essaye d'apporter le prisme du fait que je pars du postulat que ce truc-là ne va pas mourir, que ça fait 15 ans, qu'il faudrait peut-être commencer à faire le deuil, qu'on l'a annoncé 300 fois mourir, effectivement censé retourner à zéro, et c'est bizarre, il donne tort à beaucoup de gens. Et donc il faudrait peut-être faire le deuil. Maintenant, il est dans les market cap les plus élevés du monde, il y a les ETF aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens qui en fait ont intérêt à ce que ce truc-là émerge. Les anciens contempteurs se transforment récemment en parangons, je pense à Larry Fink en particulier. Voilà, il y a encore quelques années, Bitcoin était l'index du blanchiment d'argent et aujourd'hui c'est la réserve de valeur du futur. Donc là aujourd'hui pour moi il y a un côté, la réflexion elle change, c'est-à-dire qu'il y a les États de manière générale vivaient depuis la fin de l'URSS dans une forme de naïveté que je résume par le bouquin de Fukuyama, c'est-à-dire La fin de l'histoire et le dernier homme. Tout le monde pensait que avec la fin de l'URSS, finalement, la démocratie libérale avait gagné et que le doux commerce allait apaiser les mœurs partout dans le monde et que la mondialisation heureuse allait aider tout le monde. Et ça n'aura échappé évidemment à personne que depuis quelques années, les sujets les plus récurrents dans l'actualité, c'est plutôt les guerres, les pandémies, l'arrêt des supply chains, la guerre commerciale, etc., etc. Et donc il y a un réveil de cette forme de naïveté qui a conduit en particulier l'Europe, surtout l'Europe d'ailleurs, à se désarmer sur un peu tout en étant persuadé que en fait, se fournir à l'étranger, si c'est moins cher, ce sera toujours gagnant. Et donc, on a intérêt à délocaliser, décentraliser, moi, la perspective que j'ai là-dedans, c'est de dire en fait Bitcoin ne s'en ira pas. C'est une nouvelle donne qui force les monnaies fiat à s'adapter parce que maintenant,
les citoyens et les États disposent d'un échappatoire vis-à-vis d'un système qui présente des problèmes, moult problèmes, hein, évidemment, perte de pouvoir d'achat de la monnaie, ça c'est pour les individus, les entreprises, mais on pourrait faire tout le tableau aussi sur les États, avec le système de Bretton Woods, le FMI, la dette, etc. Enfin, j'aurais pas le temps de le détailler ici. Mais donc maintenant que cet échappatoire existe, c'est comme si on avait mis un aiguillon sur les banques centrales en leur disant maintenant vous ne pouvez plus piéger l'ensemble de la population dans une forme de fuite en avant où vous vous autodétruisez et vous essayez d'emporter tout le monde avec vous. Maintenant c'est plus possible et on peut s'en aller si on le souhaite. Donc ça force à s'adapter à une nouvelle donne et de la même façon qu'Internet challengeait le concept de souveraineté, puisqu'au départ Internet est censé être open source, censé être décentralisé, etc. Mais à la fin en fait on revient à des concepts très terre à terre de où est domicilié Google, qui gère les informations, où est votre data center. On va avoir les mêmes sujets extrêmement importants qui vont se poser au niveau européen, c'est-à-dire chez qui se fournissent les Français, qui a des leviers d'action sur nous, est-ce qu'on est capable d'exercer des leviers de puissance via les entreprises du secteur crypto. Et malheureusement, je constate que sur ces 10 dernières années, on a été à la ramasse, hein, en version simple. Tout n'est pas noir sur le tableau, mais globalement, on a pensé, comme on le fait souvent en Europe, c'est-à-dire protection du consommateur, protection du marché, et donc on a pensé réglementation avant de penser émergence d'entreprise et puissance. On protégeait les consommateurs, l'activité favorite de Gary Gensler également. Mais du coup, là, on parle de souveraineté avec le Bitcoin, mais est-ce qu'il y a peut-être une question de souveraineté également avec les stablecoins qui se pose? C'est une question... Vous êtes libre d'y répondre. Parlé, donc Peut-être expliquer différents types de stablecoins et après rentrer dans la question. Donc il y a aujourd'hui, vous voyez tous les stablecoins comme USDC et les autres. Donc avec Mika qui arrive, on va avoir des stablecoins régulés. Pierre pourra en parler. Et après il y a ce qu'on appelle les MNBC, donc le projet européen de digital euro pour avoir un euro. Bon, ce ne sera pas sur blockchain, mais comme si pour permettre des nouveaux usages. Et donc pour répondre aux questions de souveraineté, déjà, ça va être quel stablecoin, si on met tout dans ça, va être utilisé par les citoyens européens. Qu'est-ce qui va être derrière ces stablecoins, donc le sous-jacent, selon si c'est un EMT, un ART, si on back par des reward assets ou de la monnaie. Et si on parle de MNBC, donc le digital euro, là, c'est une réponse à ces enjeux de souveraineté pour dire c'est de la monnaie banque centrale et donc pour la souveraineté de la BCE, pour la souveraineté de l'Europe, c'est une réponse. Donc il n'y a pas une seule réponse, mais je pense que la bonne, c'est de se dire, avec Mika et avec l'obligation de réguler, enfin d'avoir des stablecoins régulés, l'idée de l'Europe, c'est de reprendre un peu la main sur ces enjeux. Néanmoins, je ne suis pas certain que ça va le permettre, parce qu'on voit que les circles vont être peut-être les premiers stablecoins régulés en Europe. Est-ce que ça répond aux enjeux de souveraineté? Je ne sais pas. Enfin, pour moi, la réponse aux enjeux de souveraineté, c'est d'avoir des stablecoins européens qui émergent, émis par des sociétés françaises ou européennes. Et donc, on fait confiance à Pierre, mais on fait confiance à d'autres aussi pour y arriver. Et c'est comme ça qu'on répondra aux enjeux de souveraineté. Et du coup, pour rebondir un peu sur tout ça, la question aujourd'hui, c'est qu'on parle de stablecoin, on parle de potentiellement avoir un stablecoin pour toute l'Europe. Aujourd'hui, on voit que les stablecoins sont émis par des sociétés qui sont privées, que ce soit Tether, que ce soit Circle, que ce soit Usual par exemple. Ce sont des sociétés qui créent des stablecoins. Est-ce que c'est quelque chose qui va se perpétuer ou est-ce qu'on va finir par avoir l'Europe qui dit en fait tous vos stablecoins maintenant on les regroupe nous et on transforme ça en un euro digital et puis ça s'arrête là? Allez, je m'y tente. Déjà pour dire que la monnaie, elle est essentiellement privée. La monnaie, c'est de la monnaie celle qu'on détient massivement. C'est de la monnaie de banque commerciale. Elle est donc imprimée selon des ratios qui sont dictés par les banques centrales, mais c'est de la monnaie qui est émise par des acteurs privés. Alors certes très régulés, mais donc le débat entre monnaie publique, monnaie privée, pour moi, je le trouve abscon et il est d'ailleurs plus intéressant de revenir à ce qu'est la notion de souveraineté. La souveraineté, que ce soit individuelle, collective, publique, étatique ou privée, en gros, c'est la possibilité de décider et de faire. Ce qu'on voit actuellement, c'est que les Américains, via les stablecoins, et des stablecoins privés, d'ailleurs, ils ne se posent pas la question de savoir s'il faut un digital dollar,
continuent à pousser la souveraineté américaine par le truchement de leur monnaie, qui, elle, est hégémonique dans des pays où la bancarisation, les moyens de paiement ne sont pas des choses très, très communs. Je veux dire, on oublie, nous, en Europe, à la fois que la stabilité monétaire et la bancarisation, c'est un produit de luxe, si on regarde à l'échelle internationale. Donc nous, on est habitués, on a une monnaie qui est plutôt forte, qui est plutôt stable. On peut critiquer les politiques monétaires, mais en soi, on n'est pas exposé à une volatilité extrêmement importante. Donc la vraie question de la souveraineté, c'est aujourd'hui, est-ce que l'euro demain, grâce à MiCA, pourra être défendu face au dollar? Ma réponse est plutôt pessimiste, parce que je pense qu'aujourd'hui, les règles qui ont été dictées sur MiCA sont des règles extrêmement dures, pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que les Allemands ont un traumatisme sur la question monétaire et ont dicté au Parlement européen une ligne extrêmement dure. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que, principalement, les banques commerciales ne voient pas d'un très bon œil que d'autres émetteurs puissent pouvoir battre la monnaie. J'ai toujours une interrogation quand le régulateur, la BIS, dit le stablecoin peut revêtir un risque systémique. Il faut quand même rappeler où aujourd'hui, une partie en fait, des actifs qui viennent adosser USDT et USDC sont détenus. Ces actifs sont détenus en majorité, enfin, pas en majorité, mais à au moins à 20%, dans les banques. Je veux dire, aujourd'hui, le risque systémique, pour qu'un acteur comme Circle, et on l'a vu avec SVB, s'effondre et entraîne une spirale infernale, c'est parce qu'il y a des banques qui pourraient céder. Donc, en fait, c'est un débat un peu de dupe, où véritablement les enjeux ne sont pas vraiment cités, et où on a du mal en fait, à comprendre quelle est la logique politique en fait, de ces réglementations. Donc moi, je défends, et je l'ai toujours défendu, une souveraineté, qu'elle soit française dans l'Europe, qu'elle soit de l'Europe, parce que je pense que voilà, on devrait mieux défendre nos industries, on devrait aussi mieux se défendre parfois face à une forme d'extraterritorialité de certains pays. Je pense qu'on devrait s'affirmer. Et ça, c'est le vrai sujet que l'Europe devrait traiter. Et malheureusement, les politiques européens, qu'ils soient au niveau des banques centrales, parce que la banque centrale fait de la politique, d'une certaine façon, ou que ce soit les politiques élus, ne travaillent pas trop ce rôle. Donc voilà, désolé d'avoir un point de vue qui est un peu macro et qui est politique, puisque je ne parle pas directement des stablecoins, mais plutôt dans le truchement de ce qu'est le stablecoin et l'impact politique. Mais vraiment, les vrais débats ne sont pas souvent là où en tout cas, on les attend ou on les évoque, tout de moins. Très bien, et on reste un peu sur le stablecoin, on rebasculera sur le Bitcoin par la suite, parce que je trouve qu'il y a quand même des sujets super intéressants autour de tout ça. Aujourd'hui, on voit notamment plusieurs acteurs proposer des stablecoins. Au final, aujourd'hui, il doit y avoir une trentaine de stablecoins qui existent. Aujourd'hui, ça crée une fragmentation de liquidité. On voit qu'il y a des stablecoins où il n'y a absolument pas de volume. On voit qu'il y a des stablecoins qui ne sont pas du tout utilisés. Quel est l'avenir pour les stablecoins? Est-ce qu'on va avoir un stablecoin unifié potentiellement un jour qui permettra d'agréger un peu toute cette fragmentation, ou est-ce qu'on va continuer à avoir cette fragmentation qui persiste dans le marché et qui éliminera au fur et à mesure certains des acteurs? Personnellement, je pense que c'est plus sain d'en avoir plusieurs, mais après, la vraie question, c'est que dans le paradigme d'émission monétaire, où est-ce qu'on met le curseur? Pour moi, les stablecoins ne sont absolument pas une nouveauté. C'est un acteur privé qui émet de la monnaie comme aujourd'hui une banque commerciale. De facto, les stablecoins et les émetteurs de stablecoins doivent être régulés selon des règles qui sont des règles qui défendent la souveraineté, à mon sens, des États et notamment de l'Europe. Et c'est surtout ça que j'attends. Donc, fragmentation du marché. Le stablecoin, de toute façon, c'est un moyen de paiement à la fin. Ça peut être une trading contrepartie, enfin, une contrepartie de trading, mais à la fin, ça ne sert pas à beaucoup d'autres choses. C'est la translation en fait de la devise fiduciaire sous l'infrastructure blockchain. Je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, je partage un avis assez pessimiste sur la raison d'être de MiCA, notamment sur la partie stablecoin. Ça a globalement été un réflexe défensif. On l'a vu de manière plus générale. En gros, tout ce qui était crypto, même en dehors stablecoin, était considéré comme un truc de marginaux, quoi, en gros. Et ensuite, on a eu Facebook qui a annoncé Libra. Et en fait, en Europe, on s'est complètement crispé en mettant tout dans le même sac. C'est-à-dire qu'en gros, toute initiative privée dans le domaine de la monnaie, c'est équivalent à Facebook qui essaye de nous voler notre monopole monétaire.
Et donc ce réflexe défensif, il a conduit à mettre dans MiCA des trucs absurdes, type la BCE a un veto, etc., donc, qui effectivement ne vont pas conduire le marché des stablecoins européens à être particulièrement dynamique. Et là où c'est extrêmement dommage, c'est que, Pierre l'a dit, c'est que en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que par rapport à une banque, il n'y a pas vraiment de différence, il y a un ratio de produits financiers, en face on émet un actif qui sert de moyen de règlement, de moyen de paiement, et en fait ça augmente d'une certaine façon, c'est une extension du domaine de la lutte d'une certaine façon. Les Américains l'ont compris, je pense, et en plus eux, ce qui est très intéressant, c'est que ça leur fait, plus ils augmentent la portée du dollar, et donc là maintenant ils sont en train de l'augmenter à tous les gens qui ne sont pas bancarisés, donc ça fait un paquet de monde. Ben en fait, plus ils créent une demande artificielle pour leur propre dette. Parce que les réserves du stablecoin USDC, USDT, en partie, c'est la dette américaine. Donc plus il y a de gens qui s'en servent, plus ils créent de la demande pour leur dette, donc plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc non seulement, effectivement, ils ont un côté, on prend le marché et en plus on applique notre droit, parce que ça on le voit venir un peu gros comme une maison, qu'effectivement, un jour, on va vous dire, ah, vous avez utilisé l'USDC, donc le droit américain s'applique. On le voit venir à peu près, voilà, c'est pas encore tout à fait le cas, mais... J'ai fait confiance à nos amis américains. Mais en plus de ça, il y a ce côté, on soutient notre propre dette. Et nous, en Europe, on a décidé de dire halte là. On a un projet de digital euro, d'ailleurs, qu'on n'a pas encore défini, mais rassurez-vous, on va le définir. Et on va faire une phase d'investigation, puis on va faire une phase préparatoire, à chaque fois en mettant les garde-fous et en disant rassurez-vous, personne n'a décidé encore de faire l'émission de ce truc-là. Il y a juste des dizaines de personnes qui y travaillent. Effectivement, l'indépendance de la Banque centrale en Europe, elle est dans le traité, hein, théoriquement, mais elle est assez peu respectée. Et donc, la seule raison pour laquelle il y a ce veto et il y a des contraintes qui sont appliquées en Europe, c'est parce qu'il y a cette peur qu'en fait, un stablecoin, c'est une attaque sur la BCE. Et donc, la BCE préfère garder le champ libre pour pouvoir déployer un digital euro dans le futur. Si je peux rebondir dessus. Aujourd'hui, les stablecoins et même post-MiCA, c'est surtout des actifs, même s'il va être amené à se démocratiser ailleurs, des actifs de règlement pour des pairs sur des crypto-exchanges. Le digital euro a un objectif qui est pas celui-là. Aujourd'hui, même si à un moment, c'était une interdiction de l'utiliser en actif de règlement. Là, je sais qu'il y a des amendements pour peut-être le permettre. Bon, c'est pas encore figé. On ne connaît pas l'objectif de digital euro puisqu'il n'est toujours pas défini. Bah, l'idée, pour avoir discuté avec certaines personnes de la Commission européenne sur le sujet, c'est d'essayer de bancariser indirectement dans des pays européens qui ont moins d'accès à des comptes courants. Et également, moi je pense qu'une idée cachée derrière le digital euro, en tout cas peut-être pas assumée frontalement, c'est d'avoir un moyen de paiement souverain versus les cartes bancaires qui sont souvent américaines, puisque le digital euro permettra de payer un commerçant sans passer par les réseaux Visa, Mastercard. Je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté derrière le digital euro assez fort. Et je ne sais pas si, et ça peut-être vous pouvez m'apprendre, si un stablecoin, on va dire dans quelques années, serait vraiment utilisé par des transactions au quotidien et plus comme un actif de règlement sur des paires crypto, mais vraiment pour acheter sa baguette et de manière réaliste, hein, pas des usages par des personnes. Il n'y a pas besoin, mais par contre sur l'intercorporate, par exemple, c'est déjà utile aujourd'hui. Oui, mais ça complètement. Ouais, et donc, c'est pas vraiment en concurrence, tu vois, le digital euro et le stablecoin, puisque pour moi, l'usage est profondément différent. En Asie, en Afrique, déjà, c'est un moyen de règlement. Hein. C'est un moyen de paiement pour beaucoup de personnes. Il n'y a pas qu'au Nigeria, mais on va en Indonésie, etc. Vraiment, c'est extrêmement utilisé. Je pense que d'ailleurs, c'est le bête de Telegram de pouvoir utiliser USDT et de pouvoir généraliser des applications de paiement qui seraient encore plus véloces qu'ils ne le sont dans certains endroits. Tu as raison, mais après, en Afrique, ils partent avec... aujourd'hui, les moyens de paiement avant ça, c'était des crédits d'opérateurs. Et donc là, tu as des risques de crédit encore plus forts. Et donc, ils ne partent pas du même endroit. Donc la question est ouverte, hein, c'est est-ce qu'en Europe, vraisemblablement, on l'utilisera d'ici quelques années comme moyen de paiement, des choses très traditionnelles? Ça, je ne sais pas. Si les stablecoins ont aussi envie, tu vois. Est-ce que toi, futur émetteur de stablecoins régulé, tu as envie qu'ils soient utilisés par des boulangers ou tu as envie d'être un actif de règlement sur les paires crypto, tu vois? Je pense que la réponse est les deux. À la fin, comme je disais, je pense qu'un stablecoin, c'est un moyen de paiement. Si vous voulez faire de la stratégie d'investissement, vous n'êtes d'ailleurs pas exposé en stablecoin. Enfin, en tout cas, c'est pas mon point de vue. Le sujet, il est que, à la fin, le stablecoin, c'est un moyen plus véloce, plus transparent, plus rapide, moins coûteux que aujourd'hui l'infrastructure bancaire. Alors on peut se dire en Europe, ça fonctionne bien.
Oui, vous avez le virement instantané. C'est d'ailleurs l'argument aujourd'hui de la Banque centrale et des banques nationales. Ils disent, bon, pourquoi travailler sur ça alors qu'on a déjà développé pendant 10 ans une infrastructure qui est plus véloce qu'elle n'était la précédente. Plus véloce, sauf le week-end de Pâques. Oui, bien sûr, et voilà, pour les jours fériés. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu au niveau du wholesale, donc au niveau du gros. Il y a un enjeu au niveau du retail. Mais là où je rejoins Alexandre, c'est que la vraie question, c'est le choix politique que veut faire la banque centrale. Quand on voit qu'elle désire limiter à 3 000 € les dépôts, c'est bien qu'en fait, c'est un nouveau paradigme monétaire qui met en difficulté aussi les ratios de liquidité des banques commerciales. Donc cette question-là, elle va au-delà de simplement de savoir si aujourd'hui on considère que notre infrastructure de paiement elle est suffisamment véloce pour ne pas avoir besoin de stablecoin. Je te l'accorde, je pense que les stablecoins s'installeront ailleurs avant de s'installer en Europe. C'est d'ailleurs ce qu'on voit actuellement. Mais pour le coup, l'euro digital pose d'autres questions en termes de structuration, en termes de logique politique, que simplement en fait, la possibilité d'émettre un euro sur une blockchain. Enfin bon, j'allais dire des choses sur l'euro digital, mais je vais d'abord faire un petit court-circuit. En fait, il y a déjà un problème dans ce qu'on est en train de raconter, c'est-à-dire à partir du moment où on dit ça dépend du choix politique de la BCE, en fait, il y a politique et BCE dans la même phrase. Encore une fois, on n'est pas censé attendre de choix politique de la BCE. Je vais prendre pour exemple la différence de la Banque du Japon ou la Fed. Leur position par rapport au MNBC, c'est quoi ? C'est que la Fed, par exemple, a dit bah, « moi, je me tiens prêt, si jamais on me le demande, mais ce n'est pas à moi de décider si on doit avoir un dollar numérique. Donc tant que je n'aurai pas le Parlement américain qui me dira politiquement, nous avons fait le choix de mettre ça en place, est-ce que vous pouvez le faire ? Je ne ferai rien. » La Banque du Japon a dit globalement la même chose. Ce n'est pas notre pouvoir, nous, on n'est pas un organe politique, donc si jamais on nous dit qu'on a besoin, on le fait. En Europe, c'est l'inverse. C'est la BCE qui dit toute seule alors, je ne suis pas élu, cependant, je pense que ce serait super bien d'avoir un digital euro que je ne définis pas. Et ensuite, elle se demande, mais alors comment je vais pouvoir le vendre ? Souveraineté numérique, tiens, ça marche bien en ce moment. Souveraineté, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de scheme de paiement, que ça n'a l'air d'embêter personne et que beaucoup de fintech ont été empêchés de se déployer. Mais soudainement, depuis que Libra est là, la souveraineté intéresse sur les paiements. Ah bah tiens, c'est bien, on va y aller. Comment on va pouvoir le mettre ? Alors, est-ce que c'est 2 gros, pas 2 gros ? Alors là, tu as Banque de France qui dit, on va faire 2 gros. Tu as la BCE qui dit, ah bah non, on va faire retail. Ah d'accord, bon bah on va peut-être discuter entre nous, puis on verra après. Je vous propose de faire une phase d'investigation. Et puis on rentre dans la machine, alors même que le Parlement européen ne s'est pas prononcé en fait. N'a dit à personne, il faudrait qu'on fasse ça pour tel motif politique, ce qui donne des situations cocasses où la BCE vient au Parlement européen, il y a des députés qui disent « en fait, j'ai toujours pas compris à quoi servait votre truc ». Après, aux États-Unis, donc notamment tu as mentionné la Fed. La Fed, ils ont quand même une équipe qui est dédiée à ça, qui travaille sur le projet déjà. Et il y a certains élus qui ont dit en fait, vous ne devriez pas le faire tant qu'on ne vous donne pas le feu vert. Mais la réalité, c'est que la Fed aux États-Unis est également dépendante du gouvernement qui est en place. Et donc, il y a de la politique également qui se joue là-dessus. Mais il y a de la politique dans le bon sens. C'est-à-dire, enfin dans le bon sens. Après, je ne veux pas faire un débat sur l'indépendance des banques centrales, mais au sens où c'est la légitimité émanant du peuple qui dit, en fait, on veut ça. Et donc la Fed s'exécute. En Europe, on est censé avoir l'indépendance des banques centrales, qu'on n'a pas. Bon, c'est un autre débat, mais on l'a pas vraiment. Et donc tu te retrouves avec la Banque centrale qui vient dire au Parlement européen, en fait, on va lancer un truc, alors même que on devrait avoir un énorme débat public parce qu'il y a des questions de confidentialité, il y a des questions de souveraineté, et le débat public est inexistant. Donc on devrait avoir un débat public pour dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et ce débat a été accaparé par la BCE qui se positionne beaucoup plus, c'est-à-dire que la Fed a une équipe qui travaille, la BOJ a une équipe qui travaille, mais à chaque fois qu'on leur demande leur avis sur est-ce que c'est bien ou pas bien, ils ont tendance à dire c'est pas à moi de le dire. Mais la BCE, elle dit sur son site, sur ses coms, oui, c'est super bien, et à chaque fois avec, comme je le disais, toujours
c'est un truc dont à chaque fois qu'on avance, on a des contradictions supplémentaires. On parlait des seuils de détention, voilà, c'est important, mais en fait c'est pas important. Est-ce que c'est 3000? Mais si c'est 3000, alors du coup c'est pas vraiment un actif de stockage et les banques sont pas contentes. On a l'impression que personne n'a intérêt à ce que ce truc-là émerge, mais que comme on s'est relancé dans la machine de com anti-Libra, bah on va le faire quand même. Après, je trouve qu'il y a cette question-là donc dans l'euro digital, dans le sens où ensuite le public il peut choisir de l'utiliser ou non aussi. Mais à la réalité, c'est comme aujourd'hui avec le Bitcoin, par exemple. Aujourd'hui, un commerçant peut mettre des prix en Bitcoin s'il a envie de le mettre, et il peut permettre aux gens de payer en Bitcoin, par exemple. Mais c'est un choix qu'il fait. Pour l'euro digital, je le vois aussi de cette manière-là, dans le sens où tout le monde y aura accès, mais ensuite, chacun est libre de faire le choix de l'utiliser ou non. C'est pas tout à fait vrai. Parce que, donc là, l'euro digital, donc pas le wholesale CBDC, mais vraiment l'euro digital, aura cours légal. Donc ça, c'est s'il est voté, s'il sort, il aura cours légal. Cours légal, ça veut dire que si... Il y a des débats actuellement sur la définition de cours légal, parce que c'est à la fois une monnaie et un moyen de paiement. C'est la première fois qu'on mixe les deux. Parce que, par exemple, le cash n'est pas un moyen de paiement, c'est une monnaie. Là, c'est les deux, parce qu'il y a un moyen de paiement inclus dans le digital euro. Et ça veut dire que vous allez voir un commerçant, si c'est à cours légal, il est obligé de l'accepter. Et donc, mécaniquement, tous les commerçants vont devoir s'équiper. Et donc, finalement, l'usage, il va être fort dès le début. Parce qu'il suffit d'aller... Quelqu'un va voir tous les commerçants de la place et il pourra leur dire vous n'avez pas le droit de le refuser. En tout cas, au stade actuel. Comme a dit Alexandre, on attend encore, il y a beaucoup de flou. Le point, c'est que même si la BCE a poussé, on va quand même passer par un projet de règlement européen. Et au final... il y a quand même des députés qui sont pour, qui sont contre, qui débattent. Et je pense que la BCE a quand même une chance de voir quelque chose aboutir qui n'est pas ce qu'ils avaient en tête. Parce que les députés européens, et Pierre, tu les connais mieux que moi, je pense qu'ils ont quand même la main au final sur les textes. Et même si la BCE veut quelque chose, l'Europe peut vouloir autre chose. Et d'où les accords. Et oui, les seuils, c'est une vraie question. Les 3 000 €, les 100 € qu'on a évoqués à un moment. Parce que le digital euro, c'est de la monnaie banque centrale. Donc, les wallets des utilisateurs sont directement au niveau de la BCE et donc, ils ne sont pas stockés par les banques et ne rentrent pas dans les ratios des banques. Et pour les banques, c'est une fuite des capitaux parce que à ce stade actuel, le digital euro est crédité par soit des établissements de crédit, soit des EMI et PSP. Et donc, c'est quoi qu'il arrive, des dépôts qui sortent vers les livres de la BCE. Et ça, c'est finalement les acteurs qui sont le moins contents, c'est les acteurs régulés qui émettent de la monnaie commerciale, parce qu'ils se retrouvent avec moins de dépôts, et c'est là où ils essayent de réduire les seuils au maximum. Mais plus vous réduisez les seuils, moins vous donnez d'intérêt à la monnaie. Donc il y a un équilibre à donner, et c'est un peu tous les sujets complexes. Donc aujourd'hui, on manque beaucoup de clarté. Et un autre point, et j'imagine que tu dois le regarder, c'est ce qui est offline. Parce qu'on en parle, mais ça amène beaucoup de confusion sur ce que ça veut dire. Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Et est-ce qu'on peut vraiment y croire à du full offline sur le digital euro? Aujourd'hui, le digital euro est une liste au Père Noël. Personne ne sait comment vont fonctionner les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une interview, qu'est-ce que le digital euro? La réponse n'est jamais qu'est-ce que le digital euro, mais une promesse de ça fera ça. Mais moi, je ne sais pas si ça fera ça. Je n'ai aucune garantie technique. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Blockchain, pas blockchain, offline, pas offline. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, tu mentionnes toutes les problématiques systémiques qui sont cruciales, parce qu'effectivement, tu as un potentiel dans lequel on va parler de 3000, puis de 1000, puis de 500, puis de 100, puis à la fin, tu pourras dépenser 20 € si tu es gentil. Ça fera un projet qui aura juste dépensé des millions d'euros pour rien. Donc, il y a aussi, ça, c'est une porte de sortie possible, qui serait marrante. Un appel d'offres qui s'est terminé en février de la BCE d'1 milliard d'euros sur 10 ans pour répondre à 5 problématiques, et notamment l'offline. Et il n'y a que des très grosses sociétés, notamment européennes, qui ont répondu. Mais donc, il y a déjà des budgets qui sont mis en face, en effet. Oui. Aujourd'hui, donc, la petite dernière question sur le stablecoin, et ensuite, on promet, Alexandre, on reviendra sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on voit dans les stablecoins actuels sur le marché, les stablecoins qui fonctionnent, c'est ceux qui crachent le plus de yield, donc ceux qui donnent le plus d'intérêt. On a vu notamment Ethena qui s'est lancé, qui donne du 70% d'intérêt annuel. On voit des milliards qui sont déversés dans ce stablecoin. On voit l'intégration avec Maker, etc.
aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rendre le stablecoin attractif? Je pense que du coup, c'est surtout pour toi la question, Pierre, parce que on parle des RWA qui vont backer ça, donc on parle d'un taux d'intérêt qui peut être variable, etc. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu peux rendre ton stablecoin le plus attractif pour que les gens choisissent le tien plutôt qu'un autre? Ouais. Tout d'abord, déjà, pour dire qu'Ethena, c'est pas un stablecoin. Et ça sera jamais un stablecoin, et eux-mêmes disent que ce n'est pas un stablecoin. Pourquoi? Parce que Ethena, c'est un token, donc USDE, qui est en fait une part de fonds tokenisés d'un hedge fund qui fait du carry trade dans les efforts, enfin des exchanges centralisés. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans la technicité, enfin vous n'avez pas une garantie sur le principal. Et d'ailleurs, le principal risque, et c'est là aujourd'hui où vous avez du rendement, c'est la perte de votre capital. C'est-à-dire que détenir du USDE, c'est bien lorsque tout fonctionne, lorsqu'il n'y a pas de problème sur l'arbitrage et la collatéralisation et l'ouverture des positions par Ethena, mais après, ça n'a pas vocation à être un moyen de paiement. C'est pour ça que sur la promesse de décentralisation d'Ethena, bon, je suis un peu réservé. Après, c'est un produit financier, c'est un structured product, un produit structuré. Donc, il a sa raison d'être. Je ne le critique pas, et sa raison d'être, c'est de faire du rendement. Voilà, avec le risque associé au rendement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas tromper les investisseurs. Aujourd'hui, ce n'est pas un actif de réserve. Ensuite, la bonne question, c'est celle que tu poses, en effet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à réallouer en fait une partie de la liquidité qui est dormante chez Tether et Circle. Et Tether et Circle, ce sont en fait simplement des banques. Ce sont des acteurs, régulés ou pas, qui attirent des capitaux, des liquidités, et qui en échange de ces liquidités émettent un droit de créance, comme aujourd'hui notre banque le fait sur notre propre argent. Et ce droit de créance, en fait, c'est le stablecoin. Et le stablecoin, normalement, quand vous le rendez en fait à l'entité, il est censé vous redonner un dollar ou un euro. La vraie question, c'est aujourd'hui la redistribution de cette valeur et comment est-ce qu'on crée en fait des modèles qui sont aujourd'hui plus justes et plus équilibrés, qui soient plus transparents et plus sécurisés. Et donc, moi, mon point de vue, et depuis le début, lorsqu'on a créé Usual, c'est en fait que le meilleur moyen de backer du dollar, c'est du dollar. Et le meilleur moyen en fait d'avoir un synthétique du dollar, c'est du treasury bill. Et donc, c'est en fait de la dette américaine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toutes les banques, et notamment les banques centrales, ont en leur réserve de la dette. C'est la dette européenne pour la BCE, c'est de la dette américaine pour la Fed. Et en collatéralisant un stablecoin avec des real world assets, vous n'exposez pas en fait à la réserve fractionnaire des banques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en fait un layer au-dessus des banques. Ce qui est aujourd'hui Tether et Circle, dans la mesure, comme je le disais au départ, Tether et Circle, pour assurer une capacité de rédemption du stablecoin, ils ont une partie de leur liquidité en dépôt bancaire. Je crois que c'est ce que disait Paolo, le CEO de Tether, il y a 2 jours dans The Big Well. Il disait, bon, là, l'enjeu pour nous, c'est d'être 100% collatéralisé par du treasury bill et d'être le moins adossé en fait aux banques. Parce que le risque systémique pour un système tel qu'il est, c'est en fait d'avoir une banque qui, derrière, participe à la collatéralisation de votre stablecoin qui chute. Donc l'enjeu en fait des stablecoins, et moi de mon point de vue, c'est comment est-ce que vous redistribuez la valeur avec un mécanisme qui est plus sécurisé, qui est plus transparent, parce qu'aujourd'hui, Tether et Circle sont des agents qui privatisent en fait les profits et qui socialisent les pertes. Quand vous détenez un stablecoin, vous avez donc enfin un actif qui peut perdre de l'argent parce qu'il est quand même exposé à quelque chose qui est volatile. Le treasury bill, même si il peut être de très courte maturité, il y a quand même un risque. Hein, c'est le défaut des États-Unis, ou même un risque de contrepartie pour celui qui émet le titre ou qui le conditionne. Et donc là, l'enjeu, en fait, c'est de réaligner les intérêts. Et pour moi, les stablecoins tels qu'ils sont aujourd'hui sur le marché, les 130 milliards, ne participent pas du tout en fait à ce qui est l'éthique du Web3. L'éthique du Web3, c'est l'alignement en fait des intérêts, c'est la redistribution en fait de la valeur, c'est la pure décentralisation. Et donc, je pense, et c'est ce qu'on annoncera avec le protocole qu'on est en train de créer dans les mois prochains, on pense qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus fairs et qui permettent d'aligner en fait les intérêts des utilisateurs. Et c'est sur ça qu'on parie pour pouvoir aussi réallouer une partie du capital aujourd'hui qui est présent sur les marchés. Très bien, merci. Revenons maintenant à Bitcoin. Aujourd'hui, énormément de personnalités disent que dans quelques années, toutes les banques centrales finiront par détenir du Bitcoin. Qu'elles vont tout en acheter, qu'elles vont le garder dans leur trésorerie. Globalement, moi, la question que j'aurais par rapport à ça, c'est quel est aujourd'hui l'intérêt pour une banque centrale
de potentiellement détenir du Bitcoin. Je vois mal Christine Lagarde faire de l'analyse technique sur le prix de l'actif et ensuite le revendre pour faire du bénéfice. Aujourd'hui, on parle d'une potentielle réserve de valeur, on parle de l'or numérique, etc., etc. Aujourd'hui, si par exemple une banque centrale décide de l'intégrer dans sa trésorerie, décide d'en acheter, décide d'en détenir, quel serait l'intérêt pour eux de le faire? La réponse est compliquée parce que, d'une certaine façon, c'est un peu la même réponse que quel est l'intérêt pour une banque centrale aujourd'hui de détenir de l'or? Aucun, mais elles le font quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans d'histoire et qu'elles se disent que ça rassure quant à la qualité de leur bilan. Avec les tensions géopolitiques qui reviennent, avec l'incertitude qui revient, avec les hausses des taux, etc., il y a même certaines banques centrales, je pense à la Banque centrale des Pays-Bas par exemple, qui a réajusté ses niveaux d'or, qui s'est remis à acheter de l'or. Évidemment, sans parler de pays comme la Chine qui, depuis des années maintenant, essayent d'évacuer le plus possible la dette américaine pour la remplacer par de l'or, parce qu'il y a cette, je pense, cette conviction qu'il faut préparer un plan B, c'est-à-dire que le plan A, c'est on continue autant que faire se peut avec le modèle actuel, mais en responsabilité, ils ne peuvent pas non plus dire YOLO, il n'y a pas de plan B, on y va, et si la monnaie s'effondre, en fait, il ne reste plus rien. Donc ils essayent de dire un petit peu, il y a quelque chose derrière nos monnaies, regardez, il y a des petites réserves là, même si, encore une fois, ça n'a pas de sens au sens du système monétaire actuel, puisque c'est fiat, donc il n'y a rien derrière. Il y a juste la confiance dans la capacité à maintenir la stabilité des prix. Donc la question, est-ce que c'est intéressant pour les banques centrales de le faire? C'est un peu la même, c'est-à-dire que c'est oui et non. Non, parce que ça n'a pas de sens dans un système fiat de le faire, mais oui, si jamais elles rentrent dans une démarche de compétition mondiale et de rassurer sur la qualité de leur bilan. Moi, je pense que c'est pas à exclure, ça n'arrivera pas l'an prochain, évidemment, mais ce sera peut-être fait au niveau des pays qui ont des réserves de foreign exchange ou de ceux qui voudront se sortir du système dollar au niveau mondial, où effectivement, typiquement, toutes les conversations entre les BRIC sur est-ce qu'on ne trouverait pas une alternative au dollar, en fait, on a un peu l'impression que la solution est devant leurs yeux, mais que ça exige de leur part une forme de dilemme qu'ils ne veulent pas résoudre. C'est-à-dire que s'ils acceptent de dire que Bitcoin résout leurs problèmes pour faire des règlements internationaux en dehors du dollar, en fait, ils ont un petit peu déposé les armes quant à leur propre monnaie. Ouais, donc ils ne veulent pas le faire, ils sont un peu dans l'entre-deux, alors même que ce serait la solution quand même assez intéressante. Ouais, mais justement, la vraie question, c'est est-ce qu'intégrer du Bitcoin dans la trésorerie des banques centrales, ce ne serait pas admettre qu'elles ont échoué? Il y a un côté comme ça. Alors après, attention, parce que les intérêts ne sont pas tous alignés. On parlait de ça juste avant, mais un pays comme la Russie, c'est intéressant parce que justement, ça fait déjà plusieurs années qu'à chaque fois qu'il y a une communication sur Bitcoin, quelques jours après, il y a la contre-communication qui dit l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement n'a pas le même avis que la Banque centrale. Le gouvernement, il a commencé à voir il y a déjà quelques années que pour les exportations, les importations, ça pouvait être intéressant, etc. Mais à chaque fois qu'il y a une communication là-dessus, la Banque centrale remet une couche derrière pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas une monnaie, attendez le digital rouble, en gros. Toute ressemblance avec une banque en Europe, évidemment, est fortuite. Donc, en fait, la variable principale, et je terminerai ma réponse là-dessus, ce n'est pas Bitcoin, c'est la macro. C'est-à-dire, c'est comment va se comporter le système monétaire fiat dans les prochaines années. Parce qu'on peut très bien avoir une fuite en avant qui dure 30 ans. Donc, dans ce cas de figure, Bitcoin continue d'être pris par les acteurs privés, peut rentrer dans le jeu géopolitique par les États et les gouvernements, et puis les banques centrales continuent de faire leur truc sans qu'il y ait de problème majeur. Le scénario inverse, c'est en fait non, catastrophe, les fiat s'effondrent dans 6 mois, et dans ce cas-là, en fait, il y aura forcément une recherche d'un actif de substitution pour remplacer la monnaie, et en fait, Bitcoin fera partie des concurrents qui joueront pour cette place-là. La question, c'est aussi, est-ce que c'est à... La question, c'est de savoir, est-ce que c'est à la Banque centrale d'en acheter ou c'est au gouvernement s'il décide? Parce que c'est pas la même chose. Même si vous êtes la Banque centrale de la Russie, le gouvernement peut acheter du Bitcoin, même si vous en possédez pas. Et donc, pour le gouvernement, l'idée de se dire, OK, il y a peut-être une probabilité de 0,1% que la monnaie un jour s'effondre, on crée une assurance, parce que si ça s'effondre en termes de probabilité, peut-être que ce sera la Bitcoin qui va gagner, et donc on est en réserve.
pour le coup, la Banque centrale, son but, c'est de défendre la monnaie. Donc, elle ne va pas se dire, il y a une probabilité que j'échoue. C'est contre-intuitif. L'idée... C'est ce qu'a fait la Banque des Pays-Bas, c'est pour ça que je la cite, c'est qu'elle dit, en fait, je rehausse l'or dans mes réserves parce que c'est un scénario très peu probable, mais s'il arrive, j'aurai autant d'or en proportion que mes voisines, donc je pourrais soutenir la nécessité de changer l'euro par une nouvelle monnaie nationale backée par de l'or. Donc elle prévoit ces scénarios, même si elle les pondère comme étant très peu Je probables. suis d'accord, mais c'est de l'historique, comme tu disais, parce qu'en vrai, ça serait plus logique que ce soit le Pays-Bas en direct via des structures, des banques nationales qui détiendraient cet or-là et qui pourraient y répondre. Mais c'est juste qu'historiquement, les banques centrales, quand il y a très longtemps, les monnaies étaient adossées à l'or, ont pris l'habitude d'avoir de l'or, et donc c'est resté dans les réserves. Dans la Banque de France, il y a toute l'or possédée par la France. Mais c'est vrai qu'on recréerait ça aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait les banques centrales qui auraient ces réserves d'or. Je pense que ce serait plutôt les États en direct via la CDC notamment, mais via aussi en France, France Participation, etc. Je pense que c'est plutôt leur rôle. Mais c'est vrai que la Banque centrale, son but, la BCE, c'est de garantir la stabilité de l'euro et donc de permettre une inflation à moins de 2% par an. En tout cas, c'est son objectif. Et dans ces objectifs, il n'y a pas à faire en sorte que la stabilité des moyens de paiement de l'Europe, c'est vraiment la stabilité de l'euro. Donc pour eux, rechercher des solutions à si l'euro s'effondre, pour moi, ça dépasse leur mandat. En règle générale, ça les gêne pas trop de faire des trucs qui dépassent leur mandat. Mais... Il nous reste 15 minutes pour les questions. Déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, il y en a derrière. Bonjour à tous. Petite question sur Uniswap, justement. Vous en avez parlé un petit peu au début. Et je voulais savoir votre avis sur la position du CEO d'Uniswap qui dit en gros on n'a pas besoin du marché européen et au pire, tant pis, on s'en passera. Et sur les conditions justement de la BCE. Tether. J'ai dit quoi ? Uniswap. Tether. On parle de Tether du coup. Ouais, Tether, pardon. Pierre, t'as dit Non, je pense que c'est malheureux d'une certaine façon. Très franchement, honnêtement, je sais pas, même dans le cadre actuel, je sais pas comment Circle fait pour être régulé en Europe. Je vous le dis, je sais pas. Je suis pas expert de Mika, j'ai pas participé à sa rédaction, ou tout du moins pas directement. J'ai essayé parfois de sonner la sonnette d'alarme sur certains points. Donc je sais pas, à vrai dire. Je sais pas comment Circle fait pour être compliant en Europe. Je sais pas, ça voudrait dire qu'ils aient un établissement de monnaie électronique avec leurs propres règles prudentielles, ça voudrait dire qu'ils doivent fragmenter la liquidité, ça voudrait dire qu'il y a un USDC qui est spécialement européen. Bon, voilà. Et qu'il faut qu'il soit limité en volume, sinon la BCE l'arrête. Non, sur MT, c'est pas le cas, je crois. Donc, mais ça voudrait dire avoir un USDC européen, enfin dollar, hein, donc européen, parce que backé par un établissement de monnaie qui a ses propres politiques prudentielles réglementées par l'un des superviseurs des États membres, bon, ça me paraît un peu bizarre, voilà, mais peut-être qu'on aura un USDC européen, peut-être demain. Pour aborder la question, les deux choses qui dérangent Tether, c'est justement le fait qu'on demande 60% de réserves en cash, ce qui selon lui est beaucoup trop, et qu'on doive les disperser entre 6 et 12 banques. Or, aujourd'hui, il estime que c'est déjà compliqué de trouver une banque crypto. Alors, en trouvant entre 6 et 12 en Europe, c'est quasiment impossible. Ouais, puis je le redis, je pense qu'en plus, c'est une erreur stratégique importante. Pourquoi ? Parce que le point que tu citais tout à l'heure, Alexandre, sur quelle est la force en fait de Tether. La force de Tether, c'est qu'il finance aujourd'hui la dette américaine. Je veux dire, moi, je serais américain, payer 5 milliards d'intérêts chaque année à Tether, une compagnie privée, bon, ça me poserait peut-être d'ailleurs un sujet politique, mais Tether aujourd'hui est l'un des plus gros détenteurs de Treasury Bill. Donc il participe en fait au financement des États-Unis. Je pense que Tether a aussi une forme de proximité avec le gouvernement et les instances nationales américaines. Et donc il y a un peu aussi une proximité qui n'est pas assumée, mais qui, à mon sens, ne peut pas ne pas exister. Et donc,
La question derrière, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne n'a pas une stratégie qui consiste, elle aussi, à promouvoir des acteurs privés ou parapublics, je ne sais pas, mais autres que la monnaie digitale, pour continuer à répandre l'euro. Parce que si demain, une partie de la finance mondiale bascule sur la blockchain, dirais-je, qu'elle soit centralisée, décentralisée, enfin les acteurs centralisés ou décentralisés, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, tous les règlements se font en dollars. Donc les Américains sont grands gagnants. Donc la question aujourd'hui de Tether, moi je la vois comme étant aussi, c'était mon deuxième point, comme étant une question aussi rationnelle. C'est-à-dire que si je suis régulateur, j'ai tout intérêt à défendre un modèle où le stablecoin est collatéralisé par autre chose que de la monnaie commerciale. Parce que le jour où vous avez un acteur du paiement qui pèse 1 trilliard, ce qui arrivera, je pense que c'est pas Tether, il y aura un acteur de stablecoin qui pèsera autant. Le jour où vous avez ça et que cet acteur, à 70%, il est adossé à des banques et que l'une de ces banques ou plusieurs de ces banques font faillite, c'est l'intégralité du système qui s'écroule. Donc, à un moment, il faut aussi, d'un point de vue même monétaire, parce qu'il faut simplement regarder économiquement la rationalité de cette décision. Cette décision, elle n'est pas rationnelle, même dans la protection du système tel qu'il est actuel. Donc voilà, je ne sais pas si ces acteurs-là arriveront, centralisés, à avoir la possibilité d'obtenir l'agrément. Ce que je pense, c'est que, d'une certaine façon, il y a dans MiCA, et j'espère que les règlements me contrediront, mais il y a une inapplicabilité qui est manifestement problématique. Après, on n'est pas obligé d'être Electronic Money Issuance pour émettre un EMT. On peut l'émettre en étant établissement de crédit et donc adosser à Target 2. Oui, non, mais dans ce cas de figure, on l'adosse à Target 2 et donc il n'y a pas de problématique sur de la monnaie commerciale. Tu sous-entendrais que MiCA protège les banques ? Je ne veux pas y croire. Et surtout, pardon, oui, c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas habitué à avoir des banques qui font faillite. On en a qui ont déjà fait faillite, c'est moins récurrent qu'aux États-Unis, mais une banque n'est pas infaillible. Non, mais une banque peut faire faillite, mais si tu adosses à de la monnaie banque centrale, mécaniquement, même en cas de faillite de la banque, les actifs restent de la monnaie banque centrale. À un certain prorata. Oui, ça dépend du prorata, et ça dépend des actifs que tu mets en face. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que si tu atteins une taille critique de plusieurs trillions, je pense qu'ils t'obligeront à un fonctionnement en EC avec du Target 2 et plus de la monnaie commerciale, tu vois. Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que quand même le risque, il est largement systémique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu deviens systémique, c'est sûr que... Clairement. Et pour autant, c'est quand même ce que veut éviter la Banque centrale. Elle ne veut pas d'acteurs systémiques. Le veto a été conceptualisé comme cela. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Elle ne veut pas de concurrence sur elle, sur son digital euro. C'est plus ça. Parce que des acteurs systémiques, il y en a une pelletée en Europe. Il n'y a pas de problème. Oui, mais pas sur les... En France, il n'y a que ça d'ailleurs. On a le plus gros systémique en Europe. On a le plus gros acteur systémique d'Europe en France. Oui. Et on a aussi que des banques systémiques. Exactement. C'est pour ça qu'elles ne font pas faillite aussi, ça peut jouer. Voilà, il n'y a pas vraiment de réponse. Non. Par contre, sur Tether, du coup, moi, je ne sais pas si je prends le contre-pied, mais pour le coup, je comprends leur décision. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu ne peux pas même conceptualiser une façon d'être régulé, en fait, du coup, ça ne sert à rien d'y passer du temps, quoi. Donc, ils regardent les autres marchés, et puis, mais au moins, du coup, le digital euro est sauvé, rassurez-vous. D'autres questions ? J'avais une question, c'était plutôt une remarque par rapport à ça, parce qu'en fait, du coup, on a déjà un peu touché ce sujet. Est-ce que l'idée d'un CBDC wholesale n'arriverait pas directement à ce que des issueurs dans stablecoin s'adossent directement à ce CBDC wholesale sans passer par des banques et que du coup, ils ne feraient que du wrapping d'un CBDC wholesale pour émettre un stablecoin? Si je peux répondre, aujourd'hui, les CBDC wholesale, il y a des expérimentations de la BCE qui ont été reprises suite aux expérimentations qu'avait fait la Banque de France en 2019-2020. Le CBDC wholesale, c'était 2 cas d'usage, c'est du règlement de livraison de transactions d'instruments financiers cotés et des paiements transfrontaliers. Je pense que ça ne sera pas possible d'adosser un EMT ou un ART à du wholesale CBDC, même je suis quasi certain. Après,
il n'y aura pas trop d'intérêt d'adosser à du wholesale CBDC. L'intérêt du wholesale CBDC, c'est que ça circule. Quand on adosse, on n'a pas besoin de circulation. Et au final, wholesale CBDC, c'est comme détenir de l'euro en Target 2, donc dans les livres de la BCE. Donc on peut déjà le faire, comme je te dis, avec un établissement, avec un agrément 2C, d'établissement de crédit. Donc je ne suis pas certain, non. Et surtout que dans l'usage actuel, enfin dans les expérimentations actuelles de CBDC, ce cas d'usage, il n'est pas en tête. Question ? Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez commencé par parler de souveraineté. Ensuite, on a parlé de digital euro et de stablecoin dollar. On n'a pas parlé vraiment, on l'a vite mis de côté, le stablecoin euro du coup. Donc une question simple, pour vous, quelle place pour le stablecoin euro ? En fait, il y a une réponse théorique et une réponse pratique. C'est que si je me mets dans la peau de la BCE, mon intérêt est de défendre l'euro et la stabilité des prix. Mon objectif devrait être de dire, en fait, il faut que j'occupe le marché, y compris mondial et y compris des gens non bancarisés, par l'euro. Parce que j'ai envie de ne pas me laisser doubler par le dollar et de me faire manger, entre guillemets. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un réflexe défensif épidermique qui a consisté à dire Libra égale GAFA égale stablecoin. Donc tous les stablecoins, c'est Facebook qui essaye de me manger. Et donc, à partir de cette réflexion-là, en version schématique, mais pas tant que ça, en fait, le but a été d'introduire le plus de dispositions possibles pour rendre, comme disait Pierre, impraticable le fait d'émettre un stablecoin en Europe. Donc le but étant de dire, en fait, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de stablecoin privé pour faire une extension du domaine de la lutte de l'euro, même si en théorie, du point de vue de la BCE, ça aurait été pour moi le choix le plus évident, rationnel, pratique et faisable à court terme. Parce que bon, un ERC20, ça ne prend pas 2 ans à créer, quoi. Mais elle n'a pas voulu de ça. Et donc maintenant, on est dans le tout ou rien. C'est soit on a un digital euro, soit terre brûlée, quoi. Vous serez en USDC ou vous serez en digital euro. Évidemment, je réponds en version un peu caricaturée, mais c'est plus ou moins quand même le débat qui se pose aujourd'hui. C'est que si le digital euro ne marche pas, et moi j'espère qu'il ne marchera pas, c'est un autre sujet, s'il ne marche pas, désolé, on est tous en train de se hedger en USDC, de payer en USDC, ils ont déjà gagné. Je veux dire, moi ça me semble évident. Mais... Pour moi, le problème, avant d'être réglementaire, il est aussi un problème d'usage, de marché. C'est que les actifs, enfin le Bitcoin, l'Ethereum, sont pris en dollars en tête. Une action Tesla, on a son prix en dollars en tête. Une action Total, c'est son prix en euros qu'on a en tête. Et donc pour moi, philosophiquement, tout le monde veut faire des transactions en dollars et amener de l'euro dans des carnets d'ordre. Ça veut dire créer une deuxième paire de devises. Donc possiblement, on va fragmenter au sein d'un même exchange la liquidité. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aime pas faire quand on a un exchange, puisque ça va augmenter le spread des deux paires. Et donc avoir un autre actif de règlement pour un même actif, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Et donc l'euro, il a une place compliquée à prendre parce que les transactions se font en dollars et le marché a accepté le dollar et il n'a pas d'intérêt, et ça aurait pu être le yen, peu importe, mais il n'a pas d'intérêt à avoir plusieurs devises en parallèle et donc de fragmenter la liquidité. Et donc au-dessus du problème réglementaire, il y a le fait de se dire... pour qu'un euro stablecoin soit utilisé, il faudrait qu'il y ait une nouvelle devise on commence la cotation en euros et donc on se dit ok, cette devise, la paire c'est ce nouveau voilà, mais c'est peu probable. Pour moi, les paires elles sont déjà faites et c'est compliqué de changer ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a une question de fait de pool là-dedans évidemment, mais même au travers de Blockchain Partner ou KPMG, les gens à qui on discutait, y compris dans les grandes entreprises, leur premier réflexe quand on parle de stablecoin, c'est de dire moi je veux dealer en euros en fait. Je veux pouvoir envoyer des règlements en euros, je veux pouvoir faire du paiement en euros. Et en fait, c'est toujours le même processus. C'est j'aimerais bien que ce truc-là existe. Ah ben non, mais personne ne l'offre parce qu'en fait, c'est infaisable. Donc, il reste quoi ? Il reste du stablecoin dollar parce que j'ai pas non plus envie d'aller sur le 0,1% de la liquidité des quelques tokens euros qui ont osé tenter un 10 000 euros de liquidité, quoi. Je suis d'accord avec toi, tes corpos t'aimeraient en euros, mais si ton stablecoin aujourd'hui, les gens l'utilisent pour trader notamment des cryptos. Si tu vas sur une paire
de crypto et tu es connecté à ton exchange directement ou indirectement et tu vois ton slippage, tu veux passer un ordre de 100 millions, peu importe la devise, et tu vois que tu bouges le carnet d'ordre en euros et tu ne le bouges pas en dollars, tu vas passer en dollars. Non, ça dépend. Le prix n'est pas la seule variable qui rentre en compte. Il y a plein de gens qui prennent en compte aussi justement les enjeux de souveraineté, est-ce que le dollar, ça ne me met pas à risque, est-ce que ma contrepartie, elle va reconvertir derrière cette monnaie-là. C'est pas aussi immédiat que ça. C'est vrai que si effectivement tu payes 20% de plus, ça n'a pas de sens. Mais il y a une fenêtre dans laquelle les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher pour rester en euros. Un petit peu, pourquoi pas. De toute façon, le marché va se rééquilibrer. Enfin, je ne vois pas aujourd'hui ce déséquilibre. Si on peut faire des stablecoins euros, oui. Oui, bien sûr. Ça, dans un monde absolu où on pourrait faire des stablecoins euros. Mais il se rééquilibrera parce qu'aujourd'hui, la devise euro ne pèse pas 0,1% du marché financier. Après, la vraie question, c'est le retard de l'Europe. Si le CEO de Tether peut se permettre de dire moi, je fais une croix sur l'Europe, sans vouloir être pessimiste, j'ai toujours été l'optimiste de la bande, mais c'est parce que le marché européen est un petit marché quand même à comparaison de certains autres marchés. Et quand vous regardez la finance institutionnelle, elle est quand même des années-lumière, enfin institutionnelle en Europe, elle est à des années-lumière de la finance institutionnelle américaine, new-yorkaise, même parfois à la City. On a aujourd'hui un taux de pénétration des cryptos dans les acteurs institutionnels, un taux d'éducation des acteurs institutionnels qui est juste infiniment plus faible qu'aujourd'hui aux États-Unis. On a des problèmes de fonds d'investissement aujourd'hui qui sont flagrants sur du VC en Europe. Il y a peu de VC qui savent en fait ce qu'est la crypto. Alors, la DeFi, n'en parlons pas. Donc, c'est un problème structurel qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu en retard. C'est-à-dire qu'on peut écouter Bruno Le Maire ou certains autres acteurs politiques se dire que voilà, on est la Startup Nation. On n'est pas la Startup Nation sur la crypto. Et moi, je me réjouis qu'on ait mis de l'argent dans Mistral, etc. C'est très, très bien. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse aussi sur ce secteur qui est la blockchain parce que c'est aussi un sujet de compétitivité. Et on ne l'a pas fait. On est resté vraiment à des phrases. Et on a même fait de l'argent. Hein. Comment ? Dans la blockchain privée, on a mis plein d'argent. Oui, enfin, c'est les corporates qui ont mis plein d'argent. L'État n'a pas soutenu finalement quoi que ce soit. D'ailleurs, on le voit bien. Cette dichotomie qu'il peut y avoir sur la régulation, réglementation de l'intelligence artificielle, où il a fallu poser le stylo en disant non, attendez, les Américains sont en train de prendre de l'avance là. Il ne faudrait pas qu'on surrégule. Et ce qu'on a fait sur les cryptos, sur la blockchain, on voit bien qu'il y a quand même une dissymétrie. On aurait pu tout à fait en fait, avoir le même point de vue, plus une approche bac à sable, souple sur la crypto, qu'on n'a pas voulu avoir. Donc la question, après, pourquoi est-ce qu'on la veut ou qu'on ne la veut pas ? Je pense qu'on est beaucoup plus conservateur, on est beaucoup plus frileux, et on est aussi très corporatiste sur une approche parfois du marché. Et ça, c'est aussi, à mon sens, le rôle des acteurs du marché, notamment les banques, de parfois entrevoir les choses un peu différemment. J'approuve ce message. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, je ne sais pas si vous restez pour répondre à d'autres questions, mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous pour votre intervention. Merci également à tous nos intervenants lors de cet événement. Merci à tous nos sponsors. C'est la fin de l'événement. Il y a un cocktail qui vous attend et également un tirage au sort pour gagner des ledgers par la suite. Donc passez une bonne soirée et au plaisir d'échanger avec vous ou avec les intervenants. Merci.